il faut absolument que l'économie rentre dans le 21e siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie concevable en dehors de la science du climat, et que ce n'est pas les lois de l'économie qui vont s'imposer au climat, c'est les lois du climat qui vont s'imposer à l'économie. Donc ce n'est pas les règles du petit foyer humain qui vont maîtriser les lois du grand foyer naturel. Donc l'économie est valable si elle est ancrée sur la science du climat. James Boyce, c'est donc un économiste de l'environnement qui travaille sur la question de l'économie politique de l'environnement, c'est-à-dire des logiques sociales et des logiques politiques qui sont derrière les grands phénomènes environnementaux, que ce soit les dégradations environnementales, les crises écologiques, etc. Et c'est quelqu'un qui, en fait, il y a environ 25 ans, a une intuition que je trouve tout à fait géniale, qui consiste à penser les questions d'environnement en lien avec les questions d'inégalité. Et il dit, au fond, simplement, la raison pour laquelle les dégradations environnementales, comme par exemple la pollution de l'air ou la pollution de l'eau, se produisent, c'est parce qu'elles font des gagnants. Et la raison pour laquelle il faut s'en soucier, c'est parce qu'elles font des perdants. Et dans cette simple phrase, vous avez l'inégalité sociale comme cause des dégradations environnementales et l'inégalité sociale comme conséquence des dégradations environnementales. Et donc vous comprenez que quand vous polluez l'air d'une ville comme Paris, eh bien en fait, vous allez avoir des gens qui en bénéficient concrètement et des gens qui en souffrent. Ce slogan « fin du mois, fin du monde », qui est un slogan de manifestation, il me pose un problème parce que d'abord, les difficultés ne commencent pas à la fin du mois, y compris pour les gens qui sont dans les classes moyennes, etc. Ça commence généralement avant la fin du mois. Donc c'est pas juste comme si voilà, les difficultés financières en France, elles commencent pour beaucoup de gens au milieu du mois, si ce n'est au début du mois. Et puis c'est pas la fin du monde, c'est le début d'une explosion des inégalités. Le monde ne va pas disparaître. D'abord, la planète est là depuis 4,5 milliards d'années et elle nous survivra. Elle survivra à toutes nos folies. Ce qui va disparaître, c'est l'hospitalité de la planète pour les humains, et c'est le fait que les plus vulnérables vont devenir extrêmement exposés aux crises écologiques. Donc je ne suis pas très à l'aise avec ce slogan parce qu'il est doublement trompeur. Il y a des inégalités sociales qui commencent bien avant la question de la fin du mois, et la fin du monde que l'on nous annonce, en fait, n'est pas avant l'extinction du Soleil, qui nous laisse quand même quelques milliards d'années. En fait, c'est pas la question. La question, c'est l'hospitalité de la planète pour les humains et les inégalités sociales. L'outil qu'il propose dans ce petit livre, c'est l'idée des dividendes du carbone. C'est-à-dire, le principe très simple, je dirais, ça repose sur une analyse en termes de prix juste et de juste prix. Quel est le prix juste du carbone? Ça ne peut pas être le prix qui est fixé par les modèles dits optimaux de l'économie conventionnelle. Le prix d'économie, l'économiste qui a reçu le prix d'économie en 2018, William Nordhaus, dit que le réchauffement optimal de la planète à l'horizon de la fin du 21e siècle, c'est 3,5 degrés. C'est une folie. C'est une folie de l'économisme qui conduit au désastre écologique. Les scientifiques, les vrais scientifiques du climat nous disent que 1,5 degrés, c'est déjà absolument considérable et qu'on est dans des zones d'incertitude et de non-linéarité qui peuvent nous conduire à des effets de rétroaction absolument catastrophiques. Donc on voit bien que déjà, il faut détacher le prix du carbone de l'optimalité économique pour l'ancrer à la science du climat. Et c'est ce que propose Boyce. Ça, c'est en amont. Et en aval, il propose de l'ancrer à la question de la justice sociale et de dire on ne peut mettre un prix sur le carbone que si les recettes de la fiscalité du carbone sont redistribuées de manière juste auprès de la population. Et à cette condition-là, le prix du carbone peut réduire les inégalités sociales. Donc vous voyez, il y a d'un côté un prix du carbone qui est borné par les lois de la biophysique et de l'autre qui est borné par la question de l'éthique et de la justice. Il y a beaucoup de façons de concevoir une taxe carbone socialement juste. On peut
en concevoir beaucoup, à vrai dire. Et il y en a beaucoup qui sont déjà sur la table en France. Il faut savoir que c'est un sujet pour la France, c'est pas un sujet abstrait. C'est un sujet qui concerne directement la Convention citoyenne pour le climat et qui concerne directement la manière dont on va aujourd'hui faire ou pas en France une transition écologique socialement juste. Bon, lui dit, la façon de faire, c'est de prélever un prix qui soit payé par tout le monde, parce qu'il faut changer tous les comportements, des pauvres comme des riches, mais comme les riches ont une empreinte carbone qui est très supérieure à celle des pauvres, en fait, dans les faits, si tout le monde le paye au prorata de l'empreinte carbone et qu'on redistribue ensuite de manière égalitaire les dividendes, de fait, ça va être socialement juste. C'est-à-dire que ça va être progressif au sens où les pauvres, polluant moins, ils vont moins le payer, mais ils vont toucher en fait la même chose que les riches, et du coup ils vont toucher plus que les riches, plus que ce que les riches touchent en proportion. C'est comme ça qu'il résout cette question. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est fondamental en fait que à la fois on le paye tous et qu'on reçoive tous le même dividende. En fait, c'est ça son idée, parce que pour lui, c'est ce qui va faire que ça va être politiquement acceptable dans la durée. Si on crée des mécanismes de différenciation sociale trop marqués, on va créer en fait des oppositions politiques très fortes. Donc c'est ça son idée. Mais on peut concevoir d'autres systèmes, mais c'est un système particulièrement intéressant. Si vous faites une taxe carbone sans compensation sociale, sans redistribution des recettes sur une base de justice sociale, vous aurez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, en France, c'est la plus grave révolte sociale depuis 50 ans, et c'est pour moi une révolte sociale écologique. C'est un mouvement qui part d'une révolte contre une injustice parfaitement réelle et parfaitement vraie, qui est le fait que la taxe carbone, ou plus exactement la hausse de la taxe carbone de 44 € à 55 € touchait massivement les plus précaires et les plus vulnérables, beaucoup plus que les plus riches, parce que le gouvernement n'avait pas prévu de compensation sociale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toujours une taxe carbone à 44 €, donc on a encore 44 € d'inégalité, on a renoncé aux 11 € supplémentaires d'inégalité, mais les inégalités sociales, elles sont toujours là pour les 44 € qui sont maintenus. En fait, puisque la taxe n'est que gelée, c'est la hausse qui est gelée, mais on a toujours ça. Donc on a toujours ce problème à résoudre. Et ce que dit Boyce, c'est ça, en effet, c'est inégalitaire, parce que les pauvres, tout simplement, consacrent plus de leur budget à l'énergie, puisqu'ils ont un budget moins important et ils ont des dépenses énergétiques qui sont tout à fait conséquentes, notamment s'ils sont piégés par des déplacements contraints, etc. Et donc, du coup, il va falloir les compenser. Et si on verse un dividende équivalent à tout le monde, eh ben, on va compenser, en fait, cette inégalité, et ils vont toucher de l'argent. C'est-à-dire que là où c'est révolutionnaire, c'est que non seulement ça ne fait pas augmenter les inégalités, mais ça les corrige. C'est-à-dire que c'est une politique écologique qui conduit à la réduction des inégalités sociales. Ce qui est particulièrement intéressant, si vous voulez, dans cette approche, c'est que d'abord, ça vous dit qu'il faut absolument que l'économie rentre dans le 21e siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie concevable en dehors de la science du climat, et que ce n'est pas les lois de l'économie qui vont s'imposer au climat, c'est les lois du climat qui vont s'imposer à l'économie. Donc ce n'est pas les règles du petit foyer humain qui vont maîtriser les lois du grand foyer naturel. Donc l'économie est valable si elle est ancrée sur la science du climat. Et ensuite, il y a plein de co-bénéfices à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'avantages ici et maintenant pour la France à mettre en place une taxe carbone en termes de réduction de la pollution de l'air. Dieu sait que les zones urbaines françaises sont polluées par les énergies fossiles, en termes de création d'emplois, en termes de stabilité du système énergétique. Donc plein de co-bénéfices pour les pays qui décident de mettre en place cette politique de dividende carbone et qui vont être perceptibles par les pays eux-mêmes et pas par les autres pays. Ça ressemble absolument à un revenu universel écologique. La rencontre entre l'idée du revenu universel et l'idée de la transition écologique en France aujourd'hui se passe dans une ville comme Grande-Synthe, qui a mis en place un revenu universel de transition écologique. On a cette idée absolument claire, c'est-à-dire que d'un côté, on a des droits de propriété universels sur l'atmosphère, ou plus exactement la capacité de l'atmosphère à stocker les émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre, on a du coup des dividendes tirés de cette propriété universelle et qui sont effectivement des dividendes perçus sous la forme d'un revenu universel. Mais un revenu universel qui ne va pas être le même pour tout le monde, puisque les riches auront beaucoup plus payé
la taxe que les pauvres. Et donc, il va être, par définition, plus important. Donc, il n'est pas complètement universel. Les droits de propriété sont universels, mais en réalité, le revenu qui va en être tiré va être beaucoup plus favorable pour les plus pauvres que pour les plus riches. Donc, en ce sens, il n'est pas complètement universel. Mais c'est bien l'idée de trouver, finalement, des nouvelles ressources pour financer, effectivement, en l'occurrence, là, le revenu. Il y a aujourd'hui un mouvement d'opposition aux dispositifs de prix en matière de carbone. Une opposition qui est fondée sur l'expérience, c'est pas du tout quelque chose d'absurde, et je le comprends très bien et je l'entends très bien. Le marché du carbone européen, pendant assez longtemps, a fonctionné avec des prix tellement faibles et des permis gratuits qu'en fait ça a correspondu tout simplement à transférer du profit aux entreprises. Et aujourd'hui encore, le prix sur le marché du carbone européen est trop faible, il est de l'ordre de 25 € par tonne de CO2, et donc par exemple c'est inférieur à ce que payent aujourd'hui les ménages français, qui est 44 € par tonne de CO2, d'accord? Donc on voit qu'il y a effectivement de quoi se méfier, au sens où il faut qu'un marché du carbone, ça soit bien construit pour que ça marche effectivement, sinon effectivement ça peut être simplement la source de profit, ça peut être la source aussi de détournement avec ce qu'on a appelé l'arnaque du CO2 qui a consisté à gruger le marché pour, voilà, ça peut être aussi de la financiarisation pure et simple de ce qui est une ressource naturelle, c'est-à-dire le carbone, et puis de l'autre côté, la taxe, ça peut être synonyme finalement de pouvoir des plus riches, parce que au fond, vous polluez au prorata de votre revenu. C'est-à-dire que si vous pouvez payer la taxe, eh ben, tant pis, vous payez la taxe et vous polluez. Hein. C'est un petit peu comme les villes qui ne veulent pas faire de logements sociaux. Il y a des amendes, mais enfin, si vous êtes une ville riche, eh ben, finalement, vous payez l'amende et puis vous ne faites pas de logements sociaux. Donc il y a vraiment cette méfiance très forte qu'on se ressent d'ailleurs dans la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, une fois de plus, la réponse de Boy, c'est de dire la justification fondamentale de la taxe, c'est pas l'efficacité économique, c'est pas la marchandisation, c'est pas l'économisme, c'est la justice sociale. C'est d'abord la science du climat et ensuite la justice sociale. Et on voit de quelle façon, en encadrant l'économie, qui au fond est une discipline mineure par rapport à la science du climat d'un côté et de l'autre la science de la justice, on pourrait dire, et au fond, en encadrant l'économie, on permet de limiter les dégâts qu'elle peut faire et on peut restaurer une vraie confiance dans la taxe carbone.